Des glaces du cercle polaire aux plages de la mer Noire, de la mer Baltique à l'océan Pacifique, c'est un pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, l'Union soviétique, le plus grand pays de la planète. À son apogée, il compte plus de 240 millions d'habitants, embrigadés dans la plus grande expérience humaine de tous les temps, la construction du communisme, le rêve de l'homme nouveau. Un projet rigoureux qui a forgé au fil des décennies un type humain bien particulier, l'Homo soviéticus. Un être qui ne pouvait exister qu'en Union soviétique. L'Homo soviéticus est un animal rusé. Il sait très bien faire semblant de travailler alors qu'en réalité, il ne fait rien. Je dirais que l'Homo soviéticus est un animal résilient. Pas tant parce qu'il sait endurer les épreuves, mais parce qu'il se débrouille pour que les épreuves ne le menacent pas lui, mais menacent quelqu'un d'autre. Meurs aujourd'hui, je mourrai demain. Je ne vois rien de positif chez l'Homo soviéticus. Homo soviéticus est avant tout synonyme de passivité, de peur et d'obéissance. La première chose qui le caractérise est la tendance à s'isoler. La seconde, c'est la xénophobie. L'Homo soviéticus déteste tout ce qui l'entoure, il voit des ennemis partout. Le soviétique est quelqu'un qui ne s'appartient pas. C'est comme un papillon dans le ciment. Le collectif est tout puissant. Il vous absorbe, il vous écrase. Le soviétique est avant tout pétri de conviction et d'une foi profonde en sa patrie. Voilà. Ma patrie, c'est tout pour moi. Même si je marche avec des béquilles, j'irai me battre pour ma patrie. L'Homo soviéticus voit le jour en 1922 avec la signature du traité d'union par les représentants des 4 républiques soviétiques. La Russie, la Biélorussie, l'Ukraine et la Transcaucasie se regroupent pour fonder l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, une nouvelle entité politique qui ne connaîtra jamais de répit. Un gigantesque État multinational. Le nouvel homme doit construire la société communiste, et ce, dans un pays agricole très arriéré, peuplé de paysans, de nomades et d'analphabètes. Et il y a peu d'industrie. La dictature du prolétariat, un rêve et un cauchemar. À la tête de cet État, Lénine et ses bolcheviks. Il est arrivé au pouvoir avec la Révolution d'octobre et après 5 années de violence et de guerre civile sanglante, il est toujours aux commandes. Le traité d'union de 1922 doit marquer le début d'une nouvelle ère pour l'URSS, avec un nouveau drapeau, un marteau, une faucille et une étoile soviétique sur fond rouge. Voici le nouvel emblème national sur lequel est gravée la devise officielle de l'Union soviétique, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Dans les langues des 4 républiques, en russe, biélorusse, ukrainien, géorgien, arménien et azéri. À terme, toutes les langues de la Terre doivent y figurer. Le rêve de la révolution mondiale. Dès le début, l'État soviétique regarde par-delà ses frontières. L'hymne national est donc en toute logique l'international. Un film d'animation de 1924, Révolution interplanétaire, montre les grandes visées de la jeune URSS. On y voit une expédition sur Mars. L'instauration du pouvoir soviétique sur la planète rouge. Les massacres,
et la soumission des Martiens réactionnaires. La doctrine soviétique s'exporte bien au-delà de la Terre. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était de la propagande à un moment où il fallait expliquer que nous allions aller de l'avant et qu'il n'y aurait aucune limite. L'idée, c'était de faire comprendre à la population que tout commençait à Moscou, en Union soviétique, et qu'après, plus rien n'arrêterait le mouvement. Et que si des extraterrestres arrivaient sur Terre, quelle que soit leur couleur ou leur aspect, nous serions prêts à les accueillir au sein de notre grande confédération mondiale, planétaire, voire universelle, l'Union universelle des républiques socialistes soviétiques. Des visions audacieuses en l'an 2 de l'ère soviétique. La même année, en 1924, l'homme qui a posé les fondations de l'Empire rouge s'éteint. La mort de Lénine laisse la voie libre à Staline. Sa marge de manœuvre est encore limitée. Il poursuit l'action de Lénine et notamment la nouvelle politique économique, ou NEP, qui renoue avec certains principes de l'économie de marché en vue de stimuler l'activité. L'économie était à terre. Et on se rendait compte que les ouvriers et les paysans n'étaient pas encore prêts à passer au socialisme. Le pays avait besoin de faire une pause pour se remettre des troubles sanglants de la guerre civile. Donc, Lénine a décidé, avec la direction du parti, de faire machine arrière. L'agriculture est en crise. Les agriculteurs privés n'ont aucune perspective de gain. Avec la NEP, le système soviétique revient à la bonne vieille mécanique du profit capitaliste. Et ça marche. Les rendements agricoles augmentent de nouveau. Les récoltes sont abondantes et les agriculteurs s'enrichissent. Dans les métropoles, les magasins sont remplis de produits raffinés tels que le caviar. Un luxe réservé aux plus fortunés. La vie nocturne renaît également. Un capitalisme placé sous le contrôle des bolcheviks. La nouvelle politique économique a remporté un franc succès les premières années. L'économie a repris son essor, le taux de croissance était très élevé. Malgré ce regain d'activité, certains problèmes persistent, notamment la pauvreté et la faim. Staline exige l'abolition de l'économie privée et l'instauration d'un système dirigé par l'État. En 1928, la NEP prend fin. On ne souhaite plus laisser les entreprises privées agir sans contrôle. La dynamique interne du marché cède la place à la toute-puissance du Parti communiste. En tant qu'organe central du pouvoir, il reprend la main sur la vie économique. L'URSS était une très grande puissance, qui ne tenait que par la force des armes, la force des baïonnettes du parti. Moscou, le Kremlin décidaient de tout. Désormais, tout le système économique de l'immense empire est dirigé depuis Moscou par un puissant appareil bureaucratique. Le pays passe à l'économie planifiée. En 1928, le premier plan quinquennal est lancé. C'est un nouvel outil sur la voie du communisme. La formule magique est 2 + 2 = 5, si on ajoute l'enthousiasme des ouvriers. En 1928, l'Union soviétique était encore en grande partie un pays agricole. Plus de 80% des actifs travaillaient dans le secteur primaire. Ils étaient paysans, ou même encore nomades. Il y avait bien quelques centres industriels qui s'étaient développés du temps du tsar. Mais l'objectif du Parti communiste était évidemment d'industrialiser, de techniser et de prolétariser le pays. Staline était bien sûr conscient que pour assurer la survie de l'Union soviétique, il avait besoin d'une armée puissante, dotée de canons, de chars et d'avions.
Tout ça, il ne pouvait le construire que s'il disposait d'une industrie lourde, performante. C'est pour ça qu'il tenait à poursuivre l'industrialisation du pays. Tout d'abord, il faut poser les bases de l'industrialisation. De grands projets comme la centrale hydraulique du Dniepr en Ukraine ou le complexe métallurgique de Magnitogorsk doivent fournir de l'énergie et de l'acier, mais aussi forger l'homme nouveau. La construction d'infrastructures telles que la voie ferrée Turkestan-Sibérie ou Turksib permet de desservir des zones éloignées et de rapprocher les peuples soviétiques. Il faut donner de nouvelles impulsions aux régions rurales d'Asie. Dans de nombreux films, le chameau symbolise l'Orient. Il y avait vraiment cette idée de mission civilisatrice. Il ne s'agissait pas de moderniser seulement la Russie, mais l'Union soviétique dans son ensemble. Pour cela, il faut instaurer un nouveau système éducatif à travers le pays. Promouvoir la lecture et l'écriture pour tous aux quatre coins de l'Union soviétique et dans toutes les langues nationales. En Ukraine, par exemple, on enseigne pour la première fois l'ukrainien. On leur dit « Nous voulons vous accorder le plus de liberté possible. Et l'une d'elles est naturellement de vous permettre d'apprendre votre langue nationale et de la parler. » C'est l'un des grands arguments que l'Union soviétique a mis en avant pour convaincre la population. Non seulement ça permettait de mobiliser les gens, mais c'était aussi un moyen d'imposer le système soviétique. On vantait les avantages de ce système en expliquant que tout ça n'était pas possible à l'époque du tsar. Bien sûr, c'était une manière d'atteler le peuple au pouvoir soviétique. Les gens n'avaient pas grandi dans un pays de verte campagne, mais dans un monde où régnait l'analphabétisme, l'obscurantisme, la misère. Or, l'alphabétisation a été l'une des grandes réussites du bolchevisme. Les gens se sont soudain mis à rêver et à avoir de grandes aspirations. Le simple paysan s'est mis à rêver de devenir aviateur. Le mineur, dont toute la famille travaillait au fond des galeries, s'est mis à imaginer qu'il irait sur la Lune. L'éducation a progressé très rapidement. Nous sommes partis de zéro, vous comprenez? Et nous avons très vite rattrapé notre retard. À la fin de l'URSS, nous étions un pays très éduqué. Environ 98% de la population avait fait des études. Le documentaire Turksib, qui sort en 1929, montre combien les républiques soviétiques sont éloignées les unes des autres, géographiquement et culturellement. Dans une scène clé du film, on voit la confrontation entre l'ancien et le moderne. Dans le cadre de cette mission civilisatrice, ce projet a joué un rôle important, car il permettait de relier la fameuse ligne de chemin de fer du Transsibérien aux régions du Sud. La scène où l'on voit des nomades à dos de chameau en train de regarder passer le premier train rappelle beaucoup l'imagerie du Far West qui circulait à l'époque en Occident, avec les convois, la première locomotive à vapeur. Comme en Amérique, ça a totalement modifié l'appréciation du temps. Le chemin de fer a bien entendu été un élément de cohésion de l'Union soviétique, transformant celle-ci en une sorte non pas d'organisme, mais de mécanisme. Turksib est l'histoire d'un succès, mais tous les projets n'aboutissent pas. L'administration du plan est de plus en plus dépassée par le rythme de la croissance. Les échecs et les accidents sont fréquents dans l'industrie, en particulier dans les mines. Il y avait très souvent des accidents dans les mines. Les plafonds s'effondraient, les galeries étaient inondées, les machines tombaient en panne. Le charbon était considéré, avec les métaux, comme une ressource stratégique.
Il fallait donc expliquer pourquoi une galerie s'était écroulée, pourquoi les objectifs du plan n'avaient pas été atteints. Le parti et le système ne peuvent pas être mis en cause. Il faut trouver des explications et surtout des coupables. Et on les trouve. Ils ont été accusés d'avoir sciemment provoqué ces accidents. Une version soutenue par la hiérarchie et à laquelle on s'est fermement accroché. Le procès de Charty a lieu en 1928. Il s'agit de montrer à la population que des saboteurs torpillent le développement du pays. 50 personnes sont accusées d'accidents prémédités et d'erreurs de planification volontaire. Tout cela avait pour seul et unique but de montrer que des spécialistes issus de la Russie tsariste avaient volontairement provoqué des incidents pour que les objectifs du premier plan quinquennal ne soient pas atteints. Les verdicts sont d'une sévérité exemplaire. Le juge prononce 35 peines d'emprisonnement et 11 condamnations à mort. Le message est clair. Un vent nouveau souffle également sur les campagnes. En 1929, Staline décrète la collectivisation forcée. Les paysans doivent se regrouper en kolkhoz. Bien sûr, les paysans étaient vent debout. Ils exprimaient leur opposition de manière très diverse, parfois au moyen de la violence. Puis, quand ils se sont rendus compte qu'il était impossible d'échapper à la collectivisation, ils ont souvent décidé de ne pas donner leurs animaux aux kolkhozes, qui venaient d'être créés, mais de les abattre et de les manger. L'Empire se mobilise contre les résistants. Les riches paysans, appelés koulaks, sont taxés d'ennemis. Des habitants des zones rurales étaient qualifiés d'usuriers. Le koulak est devenu l'incarnation de l'ennemi. Une étiquette qu'on collait à tous ceux qui ne s'étaient pas engagés avec ferveur dans la voie du socialisme. Le pouvoir soviétique frappe fort. Des procès-spectacles sont organisés contre les koulaks. 60 000 paysans sont condamnés en tant que contre-révolutionnaires et fusillés ou envoyés au loin, dans les colonies pénitentiaires du Goulag. 150 000 sont déportés ou déplacés. Ces mesures radicales ont pour but d'intimider la population et de briser la résistance à la collectivisation. La collectivisation ne progresse que très lentement, même si la propagande vante ses succès. En 1930, seuls 21% des exploitations agricoles sont nationalisées. Cela inclut les entreprises d'Asie centrale, où la production de coton doit augmenter. On crée des kolkhozes modèles pour inciter les peuples nomades à se sédentariser. La vie des gens de mon pays a changé, dans le bon sens, et très rapidement. Peut-être parce qu'avec notre passé de peuple nomade, nous étions très ouverts à tout ce qui était nouveau. Le symbole de la nouvelle agriculture est le tracteur, célébré comme un prodige de l'ère de la machine. Selon le plan, il faut en produire des milliers par an. Mais peu de véhicules parviennent dans les kolkhozes et bien souvent, ils ne fonctionnent que quelques jours. Les récoltes restent nettement en dessous des objectifs du plan. Les rendements sont bien trop faibles. En vertu d'un décret, les paysans doivent désormais livrer toutes les céréales à l'État. En cas de refus, les récoltes sont saisies de force. Le parti a besoin de chaque sac de céréales pour endiguer la faim dans les villes et engranger des devises. Les paysans ont des réserves cachées. Si jamais ils se font prendre, ils sont condamnés comme ennemis du peuple.
Puis les autorités organisent un spectaculaire coup de propagande. L'affaire Pavlik Morozov. Cet adolescent de 14 ans dénonce son père paysan qui a dissimulé des céréales. Pour se venger, des koulaks assassinent le garçon. C'est du moins la version officielle. Le nom de Pavlik Morozov est associé à la collectivisation. Des koulaks auraient tué ce jeune garçon parce qu'il les avait dénoncés pour avoir caché du grain. C'est une ode à la collectivisation qui montre que l'ennemi ne recule devant rien. Et pour bien faire entrer dans les têtes ce terme de koulak, imposer cette image, on vous incitait à renier vos parents et vos proches, à faire de la délation. C'est de cela qu'il s'agissait. Pavlik Morozov est affublé du titre de pionnier héros numéro 1. Les statues et portraits à son effigie doivent rappeler à chaque pionnier de l'Union soviétique son acte héroïque. L'histoire de Pavlik Morozov fait partie de ces mythes. Il fallait montrer qu'il existait parmi les paysans des gens qui cachaient du blé, qui faisaient de la résistance. Et le jeune pionnier, Pavlik Morozov, dénonce son propre père. Ce qui signifie que la foi dans le communisme doit passer avant la famille. Il s'agit d'un mythe particulièrement cruel, car il met en scène un adolescent, une vengeance perpétrée sur un adolescent. Et quand on voyait ce jeune garçon qui était dans tous les manuels scolaires, avec sa cravate et son uniforme de pionnier, face à son père, le méchant, avec son allure de gros porc, on prenait forcément le parti de l'enfant. Malgré toutes les mesures drastiques prises par l'État, les rendements agricoles s'effondrent. À Moscou, on décide néanmoins d'exporter toujours plus de céréales pour fournir les devises nécessaires à l'industrialisation du pays. Un mauvais calcul aux conséquences fatales. Le marché s'est effondré. Cela a finalement débouché en 1933 sur une famine qui a touché tout le nord du Caucase, l'Ukraine et la Sibérie. Des millions de personnes sont mortes de faim. Les rues étaient jonchées de cadavres et les gens passaient à côté, voyaient ce qui se passait. Il fallait donc trouver une explication. On a donc déclaré aux gens que c'était la faute de saboteurs qui empêchaient sciemment le pays d'atteindre les objectifs du plan. La faim est meurtrière. Des images que l'on ne voit pas dans les cinémas du pays. L'usine à rêve soviétique alimente les écrans avec d'autres histoires. Les temps modernes, en Ukraine. Ces scènes sont tournées là où des millions de gens meurent de faim. Autour d'une table propre, des enfants bien nourris reçoivent leur repas sur un tapis roulant. Des gens heureux dans une coopérative qui produit des moissonneuses pour l'agriculture. Ce film veut donner une image radieuse de l'avenir en faisant miroiter des récoltes exceptionnelles dans les champs où des colonnes de moissonneuses-batteuses creusent leurs sillons. L'époque est aux visions et aux superlatifs. En 1932, le pays lance l'un de ses projets les plus ambitieux, le Palais des Soviets. Un gratte-ciel qui doit s'élever à plus de 400 mètres de haut. C'était un projet pharaonique. Il s'agissait de construire à Moscou le plus grand bâtiment du monde pour mettre en scène le progrès et montrer que même le ciel pourrait bientôt être conquis par la civilisation soviétique. Tout ce qui tend vers le haut représente bien sûr le renouveau et l'idée qu'il n'y a pas de limite. Voilà pourquoi ce projet était si important. L'édifice doit être coiffé de la plus grande statue de Lénine au monde.
Le fait que Lénine trône ainsi tout en haut du bâtiment signifie naturellement qu'il doit être un phare, non seulement pour Moscou et l'Union soviétique, mais aussi pour le monde entier. Tous doivent s'orienter vers lui. Boris Yofan s'est imposé face aux architectes stars Mies van der Rohe et Le Corbusier. Une vision lointaine de l'avenir. Une fois achevé, le monument occultera le Kremlin et les visiteurs du monde entier en auront le souffle coupé. Pour le moment, des maquettes, des films d'animation et des dessins sont réalisés. Mais l'Empire soviétique ne manque pas de grandes réalisations à admirer. Magnitogorsk, cet immense site sidérurgique, est un passage quasi obligé pour tous les visiteurs venus de loin. Certains se sont laissés porter par ce tourbillon d'innovation, par ce renouveau époustouflant et plein de promesses. Mais d'autres, qui connaissaient l'Union soviétique depuis plus longtemps, ont bien vu que les apparences étaient trompeuses. J'aime citer à ce propos l'écrivain Arthur Koestler, qui, après avoir visité les grands chantiers de l'Union soviétique en 1931, dénonce la désolation accablante d'un Néandertal industrialisé. Il fait allusion aux nombreux quartiers de taudis qui ont vu le jour en marge de ces grands projets. Magnitogorsk est un gigantesque empire de métal et d'acier, un centre industriel d'importance stratégique. Édifié sur le flanc sud du massif de l'Oural, il constitue le maillon fort du premier plan quinquennal. Le site emploie des dizaines de milliers d'ouvriers, qui ne sont pas tous là de leur plein gré. Beaucoup sont des prisonniers du goulag réquisitionnés et beaucoup ne survivront pas. Magnitogorsk s'est développé à une vitesse incroyable, mais son cimetière a grandi encore plus vite. C'était le prix de la victoire, le prix de l'industrialisation. L'Homo soviéticus paie un lourd tribut à l'industrialisation du pays. Mais la population n'en sait rien. Le goulag, vaste système de camps d'internement et de travail forcé, est un sujet tabou. Les détenus sont envoyés aux quatre coins de l'Empire soviétique. Des millions de condamnés deviennent ainsi des esclaves sans droit, trimant dans des conditions inhumaines. L'écrivain allemand Oskar Maria Graf parcourt le pays sans jamais voir un goulag. En 1934, il sillonne les régions d'Asie centrale de l'Empire rouge. 12 ans après la fondation de l'Union soviétique, le monde moderne et civilisé paraît ici bien loin, entre les femmes voilées, l'omniprésence de l'islam et la tyrannie des hommes. Une jeune femme lui raconte que sa sœur a été punie par ses parents pour avoir retiré la burqa. Son corps en sang a été découpé et donné en pâture aux chiens. Il faudra des années pour que les femmes s'affranchissent des chaînes d'un système archaïque, même si, en 1924 déjà, certaines ont eu le courage de brûler leur burqa sur la place publique à Samarcande, en Ouzbékistan. Le fossé entre l'islam et la modernité soviétique est un conflit larvé, y compris pour les cadres du parti. Un sujet dont les studios de cinéma soviétiques s'empareront régulièrement pendant des décennies. Un film comme Le soleil blanc du désert donne une idée générale de ce qu'était la vie à l'époque en Asie centrale. Une société religieuse, un mode de vie très traditionnel, qui laissait peu de place aux femmes. Des femmes voilées et privées de droits, pour qui l'émancipation est un mot étranger. En gros, ces femmes étaient de simples machines à faire des bébés. Du point de vue des hommes, la femme était considérée comme secondaire dans la hiérarchie, subordonnée,
Ce qui faisait d'elle un simple animal domestique. Avec sa casquette ornée de l'étoile rouge et son colt à la ceinture, le bon russe apparaît ici comme le libérateur des opprimés et des déshérités. Le film parle du profond enracinement de la domination masculine et montre que le pouvoir soviétique lutte contre ces structures archaïques, non sans conflit ni effusion de sang. C'est dans de telles conditions que le pouvoir soviétique a réussi à s'imposer par la force, et seulement par la force. Ce n'était sans doute pas possible autrement. Vous comprenez ? Les hommes ont dû tourner le dos à des traditions séculaires au nom desquelles les femmes leur étaient soumises. Avant, ils pouvaient les maltraiter et elles étaient là pour leur donner des enfants. Point. Un héros rouge toujours prompt à dégainer qui accomplit sa bonne action avant de reprendre la route vers l'Est sauvage. Pour nous, et pour les femmes d'Asie centrale en général, le fait de mettre de côté la religion nous a ouvert la voie de l'égalité des sexes et nous a permis de bénéficier de l'éducation à laquelle nous avions droit. Si les femmes bénéficient de la liberté et de l'égalité des droits, en pratique, elles travaillent surtout dans les champs et les kolkhozes. Le besoin en main-d'œuvre croît d'année en année, aux quatre coins du pays. Le nombre de prisonniers du goulag augmente lui aussi. Il y a désormais des camps de travail dans toutes les républiques. En 1931, on compte près de 2 millions de détenus qui peuvent être affectés partout. Des paysans, des prêtres, des criminels et aussi des femmes qui effectuent un dur labeur. Ils constituent une main-d'œuvre bon marché pour les grands chantiers et le développement de la Sibérie ou du Grand Nord. Des régions où personne ne veut aller, pas même les gardiens. Le recours à la pression et à la terreur est indispensable à la mise en œuvre des plans quinquennaux. Mais la productivité reste faible. Le parti tente de motiver l'Homo soviéticus en distribuant médailles et gratifications ou en organisant des concours. En 1935, le mineur Alexei Stakhanov entre dans les annales en extrayant 14 fois plus de charbon que le quota journalier. La propagande en fait un héros du travail. Son exploit doit être récompensé. En plus d'une grosse prime, il reçoit une voiture flambant neuve. Il fera carrière, mais ses collègues lui tiendront rigueur d'avoir dépassé la norme. Partout, des hommes et des femmes s'illustrent par leur prouesse. Ils le font par idéalisme, mais aussi pour bénéficier de primes et de privilèges. Les bons éléments ne sont pourtant pas à l'abri d'être taxés de parasites, d'espions ou de saboteurs et de finir avec une balle dans la tête. Même les meilleurs ouvriers paraissent soudain suspects. On nous a dit que les saboteurs travaillaient au contraire avec une ardeur toute particulière et de manière exemplaire pour mieux dissimuler leurs mauvaises intentions. On n'y comprenait plus rien. On travaille d'arrache-pied, on a de bons résultats, mais on passe quand même pour un saboteur. On fait ça pour que personne n'ait rien à nous reprocher. Ça ne rime à rien, mais ça devient la doctrine officielle. Et on s'est mis à accuser les gens de sabotage sans appel et sans la moindre preuve. C'est le théâtre de l'absurde. En fin de compte, plus personne ne sait ce qui est bien et ce qui est mal. N'importe qui peut être traduit devant un tribunal et condamné en tant que saboteur ou élément socialement nuisible, partout dans l'Empire rouge. Quand j'étais petite, les mots perquisition, arrestation et plus tard exécution étaient très courants pour moi. J'entendais souvent parler de fusiller, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je savais que c'était quelque chose de terrible et que cela avait un rapport avec le gouvernement.
En 1936, de nouveaux procès-spectacles se tiennent dans la salle des colonnes de la Maison des syndicats à Moscou. De hauts responsables du parti et des compagnons de route de Staline comparaissent devant le procureur Andrei Vichinsky. Ces photos de la police montrent des bolcheviks brisés et désabusés. Tous reconnaissent vouloir saper l'Union soviétique et renverser Staline pour le compte de puissances ennemies. Des aveux absurdes, arrachés sous la torture. Les 16 accusés sont condamnés à mort et fusillés le jour même. Ce procès marque le début de la Grande Terreur, une vague de violence sans précédent qui frappe des millions de citoyens innocents, dont beaucoup de cadres du parti. L'un d'eux est Levan Gogoberidze, premier secrétaire du Parti communiste de Géorgie, qui avait adressé une lettre personnelle à Staline après cette série d'arrestations. Cher Koba, je suis complètement désorienté. Je me sens comme un communiste à l'ancienne. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe autour de moi. Tous ceux qui se sont vraiment battus pour le pouvoir, pour la naissance d'une nouvelle ère, ont été soit arrêtés, soit congédiés de leur travail. C'est le genre de lettre qu'il a écrite et qui a bien sûr sonné sa fin. Je veux juste vous dire que c'est à cela que ressemblait le destin d'un homme à l'époque. La vague de terreur submerge tout le pays. La liste des victimes est de plus en plus longue et les procès de plus en plus courts. Des tribunaux spéciaux prononcent des arrêts de mort toutes les 10 minutes. Rien qu'en 1937-1938, plus de 600 000 peines capitales sont appliquées. Le plan comporte même des directives cadres à ce sujet. C'était une vraie compétition socialiste à qui tuerait le plus. Les dirigeants du parti rivalisaient de zèle dans la lutte contre les ennemis du peuple. Ça touchait toute la société. Oui, c'était une compétition socialiste. À qui arrêterait le plus, à qui livrerait le plus de coupables. Une compétition entre les différents services à qui on ferait le plus. L'excès de zèle des dirigeants du parti fait grimper le nombre de morts. Même Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste, veut dépasser le plan en supprimant plus d'ennemis du peuple que prévu. On réfléchit aussi à des modes d'exécution moins coûteux. C'était par exemple le mouvement visant à économiser les cartouches de la nation, en tuant les prisonniers à coups de masse ou en les jetant dans un trou dans la glace, pour économiser les cartouches de la nation. Lana Gogoberidze n'a jamais su exactement dans quelles conditions son père avait été assassiné. À l'époque, nous ne savions rien. Nous avions juste entendu 10 ans d'emprisonnement sans droit de correspondance. C'était tout. Nous ne pouvions pas imaginer que ce verdict signifiait l'exécution. Nous ne l'avons appris que plus tard, bien plus tard. Toutes les personnes arrêtées ne sont pas exécutées. La mère de Lana est condamnée à 10 ans de détention dans un camp, comme des millions d'autres. Lana est alors âgée de 9 ans. Les prisonniers du goulag sont des esclaves dont on peut disposer librement, notamment pour la construction du canal de Moscou, qui relie la Moskova à la Volga. C'est l'un des plus grands chantiers du deuxième plan quinquennal. Près de 200 000 détenus y sont affectés. 23 000 ne survivront pas. Après l'achèvement de cette voie navigable de 128 km, Moscou devient la ville des 5 mers. Elle est désormais reliée à la mer Noire, la mer Blanche, la Baltique, la mer Caspienne et la mer d'Azov. Staline, le petit père des peuples, est omniprésent sous forme de statues monumentales, de pancartes ou encore en chair et en os à la tribune.
Il est célébré comme le dirigeant qui maintient la cohésion de la nation. Pas un discours, pas une cérémonie d'inauguration qui ne lui rende expressément hommage. Canaux, tracteurs, villes, le nom de Staline est partout. Il trône sur chaque locomotive. Même le premier vaisseau lunaire soviétique est baptisé Staline dans le film de science-fiction Le Voyage cosmique. Scène d'une mission audacieuse qui conduit des soviétiques sur le satellite de la Terre. Vision d'un lointain futur, au temps de la Grande Terreur. Le film sort en 1936 dans les salles moscovites. Ces images paraissent tout aussi utopiques. On y voit le métro de Moscou, sans doute le plus beau au monde, la fierté de toute une nation. Des palais souterrains de marbre et de bronze sont ornés de somptueuses sculptures martiales. Le métro est en service depuis 1935, mais on ajoute sans cesse de nouveaux tronçons et la fin des travaux n'est toujours pas en vue. Ce projet exceptionnel ne vise pas uniquement à transporter des millions de passagers. Le but de ces grands chantiers, de ces innovations, était de moderniser, de cultiver et de civiliser les citoyens soviétiques qui étaient souvent issus de zones rurales. La propagande a d'ailleurs toujours enjoint les gens qui voulaient prendre le métro à être bien habillés, à se laver les dents, à se peigner et à ne pas cracher par terre dans les rames et les stations. Moscou est à la fois un centre, une vitrine et un lieu fantasmé. L'électrification de l'étoile rouge du Kremlin doit encore renforcer le rayonnement du pays. Point d'orgue de la modernisation de la ville, le palais des Soviets est encore à l'état de projet. En coulisses, la Grande Terreur continue de faire rage. C'est un système arbitraire qui peut frapper n'importe qui. En 1937, Staline fait arrêter et fusiller pour espionnage son chef d'état-major, Mikhaïl Tourachevski, ainsi que plus de 30 000 officiers. Ils sont accusés de préparer un putsch et d'entretenir des liens secrets avec le régime hitlérien. L'ennemi juré, l'Allemagne nazie, est en pleine ascension et l'affrontement entre Staline et Hitler semble inévitable. La même année, à l'Exposition universelle de Paris, l'Union soviétique se présente comme un pays moderne et plein d'avenir, juste en face du pavillon allemand. L'emblème du pavillon soviétique est une sculpture monumentale de 35 mètres de haut, réalisée par Vera Mourina et baptisée l'Ouvrier et la Kolkhosienne. À l'intérieur sont exposées les dernières innovations technologiques, comme le plus grand avion du monde. Le résultat est convaincant. L'industrialisation du pays apparaît comme un succès. La mise en œuvre du deuxième plan quinquennal bat son plein. Mais il est de plus en plus difficile d'atteindre les objectifs ambitieux, notamment à cause du nombre de victimes de la terreur. Il manque de plus en plus de spécialistes. La vague de violence irrationnelle a créé partout d'énormes brèches. Les purges et la terreur stalinienne ont décimé les rangs des élites et des experts. Il n'y avait donc plus assez de personnel qualifié pour réaliser les grands projets et apporter les connaissances nécessaires à la mise en application des dernières innovations. La Grande Terreur de 1937-1938
a fait tellement de ravages que les responsables ont estimé qu'il fallait mettre fin à ce déchaînement de violence qui prenait toujours plus d'ampleur. Alors, en 1938, Staline a décrété qu'on avait suffisamment nettoyé le pays. Ce ne sont pas les chantiers titanesques qui manquent. Partout, on creuse des trous et on déblaye. Si certains sont des stakhanovistes convaincus qui ne comptent pas leurs heures, d'autres sont des travailleurs forcés. De nouveaux projets voient aussi le jour en Asie centrale, comme le Grand Canal de Fergana. Ma grand-mère a participé à la construction du canal de Chui. Elle a été emmenée là-bas sans qu'on lui demande son avis, sans tenir compte de sa situation familiale. Une force obscure et puissante les a tous arrachés à leur mode de vie pour les mettre au travail. Chaque époque a ses grands projets. La soviétisation des régions lointaines et la culturation n'avancent que très lentement. Le travail manuel, la force physique et le retard de développement prévalent toujours, surtout dans le sud et le nord. Même si les affiches racontent une autre histoire, en montrant des paysans fiers et heureux dans les kolkhozes. Inaugurée le 1er août 1939, l'exposition agricole de l'Union est un vaste complexe où toutes les républiques soviétiques, proches et lointaines, présentent ce qu'elles produisent ou pourraient produire. C'est le plus grand salon agricole de l'Empire, une vitrine des innovations possibles, un lieu où l'on s'affiche et où l'on s'affirme. Des visiteurs arrivent en costume traditionnel. Chaque république soviétique a son pavillon et ses exposants. Il y a là beaucoup de clichés, une grande part de folklore et une bonne dose d'utopie, surtout quand on compare la réalité du terrain à ce qui est présenté ici. Des œufs de Biélorussie, des moutons d'Asie centrale, des porcs d'Ukraine, du vin de Géorgie ou encore des fourrures de Sibérie. Un salon hors norme où les illusions le disputent au faux-semblant, comme l'illustre à merveille ce film opérette qui lui est consacré. Tout en se dirigeant vers le site de l'exposition, une femme au volant d'une voiture aérienne gravite autour de la célèbre statue de Vera Mourina avec le marteau et la faucille qui pointent dans le ciel de Moscou. Il s'agit de la diva russe Lyubov Orlova, qui chante un hymne à l'Union soviétique. Trois semaines seulement après l'ouverture du salon, nouveau coup de théâtre. Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, vient à Moscou pour sceller un pacte avec Staline. L'opinion internationale est prise de court. On parle officiellement d'un traité de non-agression, mais il est accompagné d'un protocole secret. Quelques jours après cette rencontre, le 1er septembre, l'Allemagne attaque la Pologne. 2 semaines plus tard, les troupes soviétiques avancent dans l'est de la Pologne et occupent les régions ukrainiennes et biélorusses qui faisaient autrefois partie de l'Empire russe. Le protocole secret stipule en outre que l'Union soviétique peut annexer les États baltes. Ces images font croire que l'armée rouge est saluée en libératrice. En juillet 1940, la Lettonie est proclamée République soviétique socialiste. La Lituanie suit le 3 août. Puis l'Estonie est rattachée à l'URSS. Mais pas sans résister, contrairement à ce que suggèrent les actualités.
Ces pays n'ont pas été annexés pacifiquement, mais par la force. Et on a souvent frôlé la guerre civile. Alors, pour pacifier durablement ces territoires, l'Union soviétique a lancé des purges et de grandes vagues de déportation. À l'automne 1940, 4 nouvelles républiques, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Moldavie, font partie de l'Union soviétique. L'URSS est à présent plus grande que jamais, d'autant qu'elle a aussi conquis plusieurs régions de Finlande. Pour la première fois de son histoire, l'Union soviétique étend son territoire. Le maître du Kremlin a-t-il mené le pays à son apogée? Ses troupes, en tout cas, semblent bien armées. Mais la situation ne va pas tarder à se retourner et l'Empire rouge connaîtra sa phase la plus difficile. Au cours de l'année 1941, son existence sera plus menacée que jamais.